Retour donc sur le plateau, l'actualité au Cameroun, c'est la clôture de ce 14e congrès mondial de l'OMC que notre pays, le Cameroun et la capitale Yaoundé, a eu le plaisir d'abriter entre sirènes, va-et-vient de gros véhicules, grosse mobilisation au palais des congrès de Yaoundé sous les Onoyolo, le commerçant, le premier que vous rencontrez et que vous lui parlez de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce qui tient son congrès à Yaoundé, a la même question. Le Cameroun gagne quoi? Moi, le petit commerçant de Doumentan, je gagne quoi? Rien. Rien, 3 fois rien. Parce que ces rendez-vous ne sont pas faits pour faire gagner quelque chose aux commerçants. Ces rendez-vous, en réalité, sont des rendez-vous de luxe qui réunissent les pays qui sont déjà bien portants, qui réunissent les pays qui sont rassasiés. Parce que, allons chercher un peu dans l'histoire. C'est un drôle de ménage, hein, entre ceux qui sont rassasiés et ceux qui ont le ventre vide. Oui. En réalité, allons chercher un peu dans l'histoire. Parce que l'OMC, nous sommes là en plein dans le multilatéralisme commercial mondial. Et aujourd'hui, de plus en plus, les hommes avertis, Saviz a dit qu'il est dans un coma prolongé depuis quelques années. Il y en a qui pensent même que cette OMC connaît un trou d'air, si l'on veut faire comme, n'est-ce pas, chez les aviateurs. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le lancement du cycle de développement en 2001? C'était à Doha. Le rang de négociation a admis, n'est-ce pas, dans le cercle, la Chine. Or, il se trouve que la Chine n'a pas permis l'accroissement des perspectives. Pourquoi? Parce que la Chine s'est tout de suite avérée comme, n'est-ce pas, l'usine des produits manufacturés de la planète Terre. Inversement, les grands pays du monde qui faisaient le commerce mondial se sont rétractés. C'est l'exemple, par exemple, des États-Unis, Canada, Union européenne et Japon, qui craignaient déjà cette inflation de la Chine, ou alors cette omniprésence de la Chine. Et ces pays ont adopté le protectionnisme. Ça a complètement gâté les choses, puisque inversement, on a assisté à ce qu'on pourrait dire l'engouement des pays comme le Brésil, l'Inde et naturellement la Chine, comme je l'ai dit. Cela fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour le Cameroun, n'est-ce pas, de présenter quelque chose d'extraordinaire. Encore que, d'après les informations que nous avons reçues, le Cameroun n'était pas parti pour abriter la 14e conférence. C'était prévu, n'est-ce pas, aller à Genève. Mais il se trouve que le ministre du Commerce, qui voulait probablement offrir un trophée au président Biya, qui voulait probablement, n'est-ce pas, organiser tout au moins ces assises qui consacraient son bail de 22 années, n'est-ce pas, au ministère du Commerce, a forcé pour faire accueillir ces assises. Donc quand je dis rien, c'est que quand vous arrivez, vous avez vu, ça a marché entre le palais des congrès et le Mont Faubin. Parce que généralement, à l'occasion de cette conférence, congrès, tout est servi sur place. C'est-à-dire la nourriture, les hôtels, c'est la navette. Donc ces gars n'ont pas la possibilité de faire le tour des villes pour le tourisme, n'ont pas la possibilité de prendre les taxis pour autre chose. Donc en réalité, c'est un conclave qui est presque un cercle fermé. Et pire encore, ces assises sont arrivées au moment où le Cameroun était presque en chantier. Et la circulation était complètement dérangée. Vous-même, vous avez vu, en dehors des sirènes qui montaient et descendaient, la route qu'on barrait, il n'y avait aucune effervescence particulière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Et puis pire encore, d'après les informations que nous avons recueillies, l'organisation de ce conclave est à la charge du pays organisateur. C'est-à-dire c'est le pays qui prend en charge le transport, tout ce qui concerne, n'est-ce pas, la tenue de ce rendez-vous. Ça fait que le Cameroun, qui aurait dû gagner, par exemple, au niveau du transport aérien, ne serait-ce que du moment où la compagnie aérienne camerounaise ne dessert pas l'extérieur, ce sont les compagnies étrangères qui ont eu le jackpot. Du moment où ces gars ne pouvaient pas se déplacer, on n'a pas vu une effervescence, par exemple, au centre de l'artisanat, où ces gars pouvaient acheter un certain nombre de choses comme souvenir. Donc, c'est un rendez-vous qui a un seul mérite, celui d'avoir existé, qui ne laisse rien au Cameroun. Ça reste une victoire diplomatique. Non, je ne sais pas ce que vous appelez. C'est cité parmi les victoires diplomatiques. Je ne sais pas ce que vous appelez pouvoir amener le monde entier à Yaoundé. Lorsqu'on sait que beaucoup de pays, beaucoup de ministres, 70 sur 166, ils ont boudé ce conclave. Lorsqu'on sait que on a abouti seulement à une déclaration simple, n'est-ce pas, sur comment ils appellent, la transparence au niveau des investissements, et puis basta. Il y a quoi d'autre? Il n'y a rien d'autre. Ne pas. Il fallait s'attendre à quoi? C'est un rendez-vous mondial du commerce. Et quand on parle du commerce, est-ce que la voix du Cameroun compte lorsqu'on parle de commerce à l'échelle internationale? La voix du Cameroun compte de moins en moins parce que le Cameroun ne vend pas. Il ne produit pas. Le Cameroun est devenu un simple pays bayam selam, où les gens vont acheter ce qui est fabriqué ailleurs et reviennent vendre ça ici, s'enrichissent, font beaucoup de bruit, de tapage, alors que le monde se définit par rapport à la production. Mais on ne peut pas jeter tout dans l'organisation de ce type d'événement. Premièrement, ces organisations internationales ont vocation à aller en réunion dans tous les pays membres. C'est une façon d'honorer leurs membres. Deuxièmement, je ne suis pas de ceux qui refusent qu'un pays s'organise pour accueillir des grands événements mondiaux. Ça participe à la dynamisation de la vie politique, de la vie institutionnelle. Si on construit des maisons comme le Palais des Congrès pour accueillir des réunions, il faut bien qu'il y ait des réunions. Donc, je comprends bien... Des réunions qui soient impactantes je comprends, oui, mais vous savez, le problème pour l'impact est un problème éminemment complexe. Soule l'a dit d'une certaine manière, avec une certaine raison d'ailleurs. Quand on a commencé avec les accords du GATT, avec tous les cycles de négociation, ceux qui ont inspiré ça le faisaient pour leurs seuls intérêts, parce qu'ils étaient des pays producteurs de biens manufacturés. Ils avaient besoin de faciliter d'écouler ces biens manufacturés vers les pays comme les nôtres qui produisent peu de biens manufacturés. Donc ils ont imaginé ce genre d'accord de libre-échange, n'est-ce pas? Lorsque la Chine est entrée là-dedans, et que la Chine a damé le pion aux pays occidentaux en termes de production à plus bas coût, et qu'elle est devenue le principal centre de production, vous avez vu les grands pays qui ont imaginé le GATT, avec tous les accords, tous les rounds de négociations qui ont duré. Ça a commencé avec les accords de Lomé, qui ont duré plus de 40 ans, de négociations sur la liberté des échanges commerciaux. Eh bien, quand ils se sont rendus compte que ce n'est plus très intéressant que tout le monde puisse venir vendre tout chez vous, les États-Unis en tête, eh bien, d'autres, ils ont commencé à se retirer. Et vous avez vu dernièrement le jeu des États-Unis avec l'utilisation des droits de douane comme un instrument de pression politique, n'est-ce pas? Si vous ne me plaisez pas, j'augmente les droits de douane des produits qui viennent chez vous, ou bien des produits qui sont issus de chez vous, etc., etc. Ça montre que si nous voulons que ces choses nous profitent,
nous devons avoir la capacité à apporter quelque chose sur la table. Nous n'apportons pas le chocolat, nous n'apportons pas les produits dérivés de l'huile de palme, nous n'apportons pas les produits dérivés du cacao, nous n'apportons pas les produits dérivés du café, etc. Et nous nous retrouvons dans des situations où le coton du Nord n'est plus transformé par la SICAM qui a fermé ses portes. Parce qu'aujourd'hui, les commerçants ont intérêt à aller acheter tous les tissus pain qu'on peut commander, y compris les tissus événementiels comme le pain du 8 mars. C'est commandé en Chine. C'est commandé en Chine. Les uniformes scolaires, la SICAM qui produisait un certain nombre de tissus que les gens utilisaient pour les uniformes scolaires. Donc nous sommes en face, sous les l'a dit, d'une certaine manière. Il y a ce sont des conséquences de la mauvaise gouvernance. Et aucun accord international ne doit nous amener à liquider complètement nos intérêts. Vous voyez? Parce que moi, j'avais intérêt à ce que la SICAM soit là pour transformer le coton produit au Nord, pour que le Nord ait de la production, fixer sa population sur place, qu'il y ait des revenus, la richesse qui est produite au Nord. N'est-ce pas? Demain, on va même nous dire de ne plus élever le bœuf et de manger seulement la viande qui provient d'Argentine ou de n'importe où. Et nous allons avoir, notre cheptel va disparaître parce qu'il n'y a plus un intérêt à élever le bœuf au Cameroun parce qu'on importe le bœuf. La pêche artisanale est en voie de disparition parce que nous avons autorisé à un seul individu d'importer tous les poissons qui se mangent au Cameroun, les petites unités de pêche industrielle, comme l'entreprise Neptune qui avait siège à Daïdo, qui avait commencé à avoir des chalutiers, des gens comme les Ogoandela qui avaient commencé à pêcher, etc. Ils ont tous disparu parce que ne pouvant pas faire face à la concurrence qu'impose un commerçant qui a obtenu toutes les facilités d'un régime qui ne sait pas finalement quoi faire. Si nous voulons le développement industriel ici, eh bien, nous sommes signataires des accords comme ceux de l'OMC, nous sommes membres. Il faut que nous nous organisions pour apporter dans le Conseil des Nations quelque chose à vendre aussi aux autres. Et que nous ne soyons pas simplement des gens Jean-Baptiste Atemengue, on présente le Cameroun comme un acheteur, un bayamselam, un consommateur, mais qui va à un rendez-vous comme celui-là de l'OMC. C'est pour dire quoi? C'est pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on gagne là-bas? Alors, c'était une très bonne chose que le Cameroun accueille ce sommet ministériel, cette conférence ministérielle, parce que, évidemment, nous avons beaucoup soutenu le président de la République, l'élection, la désignation de la secrétaire générale, qui est notre sœur, notre voisine du Nigeria. Je crois que c'est un retour d'ascenseur. Mais au-delà du retour d'ascenseur, il faut reconnaître que, contrairement à ce que Souley disait, ce n'était pas un forcing. Je crois que le ministre du Commerce actuel est l'un des Camerounais les plus imprégnés par ce milieu. Ce n'est pas que depuis qu'il est ministre, je crois qu'il est dans ces négociations commerciales depuis toujours. Et je crois qu'il a un carnet d'adresses et une possibilité de convaincre ses pairs de venir aussi. On va négliger les alertes qui ont précédé la tenue de cette conférence ministérielle sur le retrait ou pas, sur les absences. Est-ce qu'on va négliger tout cela? Mais tout le monde ne peut pas être là. Est-ce que vous avez fait la liste de présence à toutes les conférences prédéfinies? S'il vous plaît. Oui. Si vous accordez 45 secondes. Vraiment, je voudrais dire qu'à Abu Dhabi, lors de la 13e conférence, n'est-ce pas, il est décidé que la 14e doit se tenir à Genève. Oui. D'accord? Mais quand je parle de forcing, parce que c'est comme l'exigent les textes, n'est-ce pas, de l'organisation. C'est-à-dire qu'après cette conférence-là, il fallait que la prochaine se tienne à Genève, parce que c'est à Genève qu'on évalue les progrès apportés par ce genre d'initiative. Sauf que le ministre, comme je l'ai dit, il a fait un forcing, le ministre Luc Magloire Mbagata. Il a négocié. Oui, mais vous avez parlé de négocier, moi je parle de forcing. Il a négocié avec succès. Il a négocié avec succès. Mais malheureusement, c'est une rencontre pour rien. D'accord, monsieur le maire, continuez. Il n'y a pas de rencontre pour rien dans ce domaine. Je crois qu'il y a un processus. On
on savait que Yaoundé n'allait pas être la finalisation de ce processus, la fin de ce processus. Il y a un agenda, il y a des problèmes, il y a un environnement international qui est difficile, justement, avec les tensions sécuritaires, mais aussi un chantage de l'un des plus gros clients au monde, c'est-à-dire les États-Unis, un chantage de la demande, parce que le commerce, c'est l'offre et la demande. Lorsque vous vendez trop chez moi, je peux vous dire, bon, vous dépendez de moi et prendre des mesures. Donc c'est un peu ce que Trump fait. Mais je pense que pour ce qui est du Cameroun, c'était un moment qui devait... pas qui devait, je pense que ça l'a été. J'ai suivi plusieurs réunions, conférences, débats, de préparation à cette conférence pour que l'opinion comprenne et les personnes, les autorités. Mais qu'est-ce que l'opinion a compris, M. le maire? L'opinion s'interroge toujours. Cette affaire-là nous donne quoi? Nous qui ne produisons pratiquement rien. On va parler de quoi là-bas? Je pense que justement c'était un moment de méditation pour nous-mêmes. C'est-à-dire que nous avons un sérieux problème de compétitivité. On a un problème monétaire qui est là. La zone franc n'est pas naturellement compétitive parce que la monnaie est surévaluée. La transformation, l'industrialisation ne va pas aussi vite qu'on le veut. Et même la politique, l'objectif de la politique dans ce monde, dans cette mondialisation, la politique économique qui doit viser essentiellement la compétitivité, je ne pense pas qu'on se donne nous-mêmes les moyens d'atteindre cet objectif de compétitivité. Pour l'atteindre, il faut déjà produire. Parce que, non, mais pour viser la compétitivité, il faut déjà produire. On ne produit pas si on n'est pas compétitif. Vous avez les usines... Comment cela? Qu'est-ce qui précède? Alors, la production ou la compétitivité? Ce sont les réformes structurelles, progressives, qui rendent une économie productive. Et vous avez plusieurs domaines aujourd'hui. Je crois que dans cette réunion, j'ai observé, il y avait une réunion sur le commerce électronique. Vous avez des préalables pour que ce secteur se développe. Moi, je suis un postier de profession, mais le secteur postal mondial dans le domaine du colis, justement, avec le commerce électronique, depuis 10 ans, 15 ans, a un taux de croissance de plus de 10% chaque année. Parce que le commerce électronique, même si les nouvelles technologies ont tué la lettre que nous écrivions à la main, le colis, quand vous passez la commande de votre livre, il faut bien qu'on vous le livre, qu'on vous livre votre commande. Et donc, c'est un secteur qui évolue beaucoup et qui crée beaucoup d'emplois. Mais pour y arriver, il y a des conditions préalables, il y a des réformes à faire. Vous avez, dans ce domaine des nouvelles technologies, est-ce qu'on est compétitif? Est-ce qu'on a la connexion qu'il faut? Pas du tout. Est-ce qu'on a la connexion au coût qu'il faut? Rapport qualité? Pas du tout. Quand vous allez à l'étranger, vous vous rendez compte qu'on a beaucoup de travail. Quand je dis beaucoup de travail, c'est comme tel qui doit être réformé. Donc tout ça entre dans le panier de la compétitivité. Vous avez moi j'imagine la position du Camerounais. Lorsqu'on parle du commerce électronique, il n'a pas la connexion, il ne peut pas être compétitif. Il n'a pas si, il ne peut pas être compétitif. C'est pour ça que je dis qu'en amont, c'est pour ça que je dis qu'en amont, il y a un certain nombre de réformes à faire structurelles pour être compétitif, pour que l'objectif de compétitivité soit... Alors, évidemment que dans la compétitivité, tout n'est pas que dans les produits manufacturés traditionnels où, effectivement, comme il parlait de la Chine qui est devenue l'usine du monde. Non, mais si j'ai... Et là, le ministre du Commerce, il fait beaucoup d'efforts dessus, il faut le dire. Si j'ai un cacao produit en Ngoumou, labellisé Ngoumou, il y a une valeur ajoutée de cette territorialisation qui est inimitable. Et qui entre dans la qualité, le rapport qualité-prix. Je peux vendre ce terroir à un prix différent du simple chocolat qu'on a écrasé et emballé.
Donc, il y a des pistes qu'il faut chercher. Lorsque vous achetez un vin de Bordeaux ou un vin du Champagne, mais qu'est-ce qui fait la différence de vin que vous achetez à 2 euros en France et de celui que vous achetez à 15 ou 50 euros à 1 million, que nous buvons ici, parfois des bouteilles à 1 million, tout ça vient du raisin. C'est la marque. C'est la marque. Et donc, ça fait partie des valeurs ajoutées. Mais de façon générale, tout cela demande l'intelligence. Il y a l'intelligence artificielle qui est là, qui se substitue à l'intelligence humaine. Mais même l'utilisation de cette intelligence artificielle, il faut que nous-mêmes, l'être humain ait de l'intelligence. Et ça m'amène à mon combat classique, c'est-à-dire qu'il faut éduquer, il faut former, il faut des institutions de haut niveau, il faut une professionnalisation de vrais lycées techniques. Le modèle qu'on critique en Chine, ce n'est pas la fin du monde, comme on parlait de la fin de la civilisation. Il faut se donner les moyens de délocaliser des usines ici. Quand on dit industrialisation, ce n'est que ça. C'est-à-dire que, est-ce que le français, l'usine française qui allait en Chine, parce que la Chine avait une main-d'œuvre qualifiée et offrait un meilleur cadre pour une production compétitive à revendre partout dans le monde. Est-ce qu'au Cameroun, on peut attirer la même usine demain pour qu'elle vienne s'installer ici et qu'elle puisse vendre au Nigeria, qu'elle puisse même exporter en Europe? Ce sont ces conditions qu'il faut essayer de remplir. D'accord, voilà. Professeur, est-ce qu'on n'est pas en train de décrire un Cameroun qui n'était que spectateur d'un congrès qu'il a organisé lui-même, ne proposant pas grand-chose parce que ne produisant pas, parce qu'étant en retard, même lorsqu'on parle de ce commerce électronique? Merci de me poser la question. La République du Cameroun a fait ce qu'elle peut faire. À cette échelle, il n'y a pratiquement aucun pays africain qui puisse jouer au premier plan dans les négociations commerciales internationales. Même les pays les plus puissants d'Afrique sont encore très loin du niveau requis pour peser sur les négociations commerciales internationales. Ça, c'est la première chose. Donc, pour le Cameroun, ce qui était important, c'était de bénéficier d'une occasion d'apparat, c'est-à-dire une rencontre internationale, faisant venir au Cameroun beaucoup de gens, une grande conférence internationale, même si ce n'est pas nécessairement le plus haut niveau, mais faisant venir beaucoup de pays. Dans le marketing gouvernant, c'était un élément important. Mais il faut aussi dire que cette conférence ministérielle numéro 14 se tient évidemment dans un contexte, dans une conjoncture internationale particulière. Et une conjoncture internationale où, comme cela a été noté par les intervenants précédents, il y a d'importantes tensions sécuritaires et des tensions qui sont créées par certaines des grandes puissances mondiales, même au plan commercial, notamment les États-Unis d'Amérique. Et au-delà de l'élément proprement sécuritaire, il y a l'élément des guerres commerciales répétées que les États-Unis en particulier ont lancées, non seulement contre la Chine, mais aussi même contre l'Union européenne. Tout cela fait que le système commercial multilatéral est essentiellement un système de façade. Donc on nous dit qu'il y a un multilatéralisme commercial au plan mondial, mais en réalité on voit que c'est quelque chose qui masque les rapports de force, qui continue à permettre aux pays les plus puissants d'imposer des règles qui sont des règles asymétriques. On vous dit qu'il y a le libre commerce, mais quand le petit pays veut rentrer dans l'espace commercial des grands pays qui sont souvent réunis dans une espèce de confédération comme l'Union européenne, il y a des mécanismes de qualité qui les empêchent d'y rentrer, dont des formes de protection non tarifaire qui font que le petit pays ne peut pas rentrer là-bas. On voit que les grands pays qui sont déjà dans les plus compétitifs utilisent des armes complètement déloyales comme les subventions, pendant qu'ils empêchent les petits pays d'avoir des subventions aux agriculteurs, aux producteurs. Donc,
le contexte n'était pas favorable parce qu'en réalité, les grands pays, surtout celui qui est censé être la puissance pivot du système international, ne veulent pas d'un multilatéralisme sérieux. Ils veulent un multilatéralisme de façade. Et ça a conduit à quoi? Ça a conduit au blocage de l'organe de règlement des différends qui est au cœur de la réforme établie de l'OMC. S'il n'y a pas un organe de règlement des différends fonctionnels, alors ça sert à quoi donc d'avoir l'OMC? Puisque c'est l'organe qui va permettre d'arbitrer les grands différends qu'il y aura entre tous les pays et particulièrement entre les grands pays. Et derrière tout ça, il y a également la logique donc qui montre comment le système est, permettez l'expression, elle est peut-être un peu normative, extrêmement hypocrite. On vous dit libre commerce international, derrière vous voyez des grands blocs commerciaux. Et ce sont les pays les plus puissants qui mettent en place les grands blocs commerciaux alors qu'ils dénigrent les blocs commerciaux que les petits pays essaient de mettre en place. Donc, je crois que nous ne devons plus être naïfs. Nous devons construire une intelligence systémique et stratégique du monde puissante pour comprendre dans quoi on se trouve. Parce qu'en réalité, on se trouve dans un système de faits planétaires. C'est la fémania planétarisée dans laquelle on est. Et c'est ça qui fait qu'on ne peut donc pas résoudre les problèmes de productivité, les problèmes de compétitivité. On ne peut même plus résoudre les problèmes d'opérativité et de l'État et de nos marchés. D'accord. Pour donc terminer, comment sortir de cette logique? En essayant donc de constituer des fronts qui vont donc imposer un vrai multilatéralisme. D'abord, dans la logique donc de ces réformes-là, qu'on mette en place donc ce qu'on appelle les espaces de politique industrielle. Parce que personne dans l'histoire n'a pu construire des économies compétitives avec un marché absolument ouvert. Ça, c'est le fait. C'est dans quoi on veut nous tromper d'habitude. Donc, il faut reconstituer ces espaces et il faut mettre en place des fronts. Si les autres mettent en place des blocs ou des super blocs commerciaux, nous aussi, nous devons le faire. Et c'est là où donc, le leadership africain doit être sérieux. Au lieu de poser seulement les principes, par exemple, de la CAF, c'est-à-dire la zone de libre-échange africaine, qu'on matérialise vraiment ça. Et qu'en plus de cela, on rentre dans des initiatives que ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global. Sinon, ça ne servira pas à grand-chose. D'accord. Est-ce qu'il a servi finalement à quelque chose? On accueille Valère Bessala avec cette question sur l'impact que pourrait avoir cette conférence ministérielle de l'OMC 14e édition à Yaoundé au Cameroun. Valère, bonjour et bienvenue. La question vous attendait. Merci beaucoup, bonjour. On entre directement dans le sujet pour ne pas casser le rythme du débat. Non, je voudrais, quand vous parlez de l'impact, est-ce que vous avez déjà eu les résolutions de cette 14e conférence pour savoir exactement quel est le fond? Parce que quand je dis résolution, au-delà de l'apparent, les cités, les objets cités qui ont été retenus, les recommandations et tout, est-ce que le fond des débats vous est déjà revenu? Parce que c'est ça toute la question. Moi, j'ai suivi un repérage, et Soulé l'a répété, j'étais déjà là pour dire qu'en fait, c'est une conférence qui était prévue à Genève et qu'on ne comprend pas le forcing du Cameroun. Moi, je ne vais pas aller dans les sphères, parce que votre question est tout à fait terre-à-terre, elle est simple. Est-ce que, je commence par là, j'ouvre par là, est-ce que l'OMC a respecté aujourd'hui les objectifs de départ depuis la conférence de la Havane de 1948? Est-ce qu'elle a respecté les objectifs de départ? On sait que l'OMC, du moins qui ne s'appelait pas l'OMC, c'était le General Agreement on Tariff and Trade, le GATT, à travers les différentes discussions qu'on a appelées les rounds, les NSC Round, Tokyo Round, Uruguay Round, jusqu'en 1986, les derniers rounds qui ont justement orchestré les débats sur l'écrêtement des barrières tarifaires, l'égalité du commerce international et surtout aussi la prise en compte des économies faibles, notamment les économies africaines et asiatiques qui étaient encore dans cette escarcelle-là dans le temps. Jusqu'en 1994, avec les accords de Marrakech qui ont justement fait naître ce que nous appelons aujourd'hui l'Organisation mondiale du commerce. Est-ce que
cette OMC dont aujourd'hui respecte effectivement cela. Je crois que le professeur a apporté une réponse fondamentale. Nous sommes là justement dans une tromperie globale des pays les plus puissants qui justement s'arrangent à ce que les règles du commerce ne soient jamais suffisamment égalitaires, équitables et ouvertes pour que même les plus petits puissent trouver leur compte sur la scène du commerce international. Je crois que je résume de manière globale ce que le professeur a dit. Et c'est cela dans le fond. Alors, si nous sommes donc dans cette logique-là, moi je ne m'en voudrais pas de ce que les puissants se comportent tels quels, mais je m'en voudrais de ce que les plus faibles que nous sommes et nos dirigeants qui nous dirigent justement continuent à jouer le jeu des puissants, c'est-à-dire à garder leurs économies ou à s'arranger à ce que leurs économies soient toujours ouvertes, comme le disait le professeur, alors que c'est le moment même de les fermer, de les restructurer, comme le disait le maire, pour les adapter à nos réalités endogènes, afin que lorsque nous allons les ouvrir comme la Chine l'a fait, la Chine de Mao entre 1964 et 1976, que nous soyons compétitifs et que nous soyons en même de faire front à la réalité et à la dure concurrence mondiale. Voilà la grande problématique. Alors, si je pose déjà ces affaires-là, je vais vous amener par exemple au débat sur Cotonou, les accords de Cotonou, ainsi de suite, qui ont été pratiquement une perte de temps pour les pays africains. Et on est arrivé aujourd'hui encore aux APE et on parle de la zone de libre-échange africaine, les CAF, ainsi de suite, qui en fait sont des stratégies politiques, des politiques publiques internationales initiées par les puissants et où ils agrègent les plus faibles afin de gagner du temps et d'amener ces petits pays-là à ne jamais atteindre les objectifs justement soit de quête de l'égalité, de l'équité du commerce international, soit alors tout simplement de contrainte de ces pays-là à libérer l'économie pour les plus faibles. Alors, si nous rentrons dans les logiques, moi j'ai dit je ne m'en tiens pas, je ne leur en tiens pas grande rigueur, mais c'est à nous. Alors, quand nous parlons de nous, on a parlé du ministre du Commerce, il est là depuis 22 ans. Et je crois que mon maire a dit qu'il s'y connaît le mieux. Puisqu'il n'a fait que ça même dans le privé, ainsi de suite, là où il a géré beaucoup de choses. On ne va pas rentrer dans ces choses-là. C'est très délicat pour ceux qui peut-être ne le savent pas. Ben alors, il le sait. Qu'est-ce qu'il avait à aller forcer dans une conférence qui devait se tenir à Genève, le Cameroun? Moi, c'est ma question. Alors, nous n'avons pas d'argent. On dit qu'on n'a pas dépensé beaucoup d'argent pour l'élection présidentielle. On dit que vraiment l'assiette des impôts est très petite, il faut l'élargir. On a encore ajouté certains impôts que les Camerounais auront encore à payer. On dit, bon voilà, on repousse l'élection municipale et législative parce qu'effectivement, il n'y a pas d'argent dans les caisses. On a. Mais on va quand même forcer l'organisation, comme le disait Soulé, d'une conférence de l'OMC pour le Cameroun. On va l'arracher à Genève. Bon, moi je suis un administratif. Vous savez, quand on force quelque chose, ça a un coût. Rassurez-vous. Rassurez-vous, pourquoi ça a un coût? Ça a un double coût. Quand vous forcez l'organisation de quelque chose qui avait déjà été attribué à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que vous faites? Vous devez d'abord dédommager celui qui a reçu l'organisation. Ça veut dire la Suisse. C'est la première chose. Ça veut dire que la Suisse a été dédommagée. Je dis dédommagée entre guillemets. C'est-à-dire que c'est nous qui devions recevoir l'affaire et vous avez dit vous voulez l'affaire. Alors, est-ce que vous trinquez? Vous trinquez. Ok. Et maintenant, l'OMC elle-même, parce qu'elle sait déjà qu'elle va à Genève, ça veut dire qu'il faut la réorienter. Donc, il y a déjà ce coût que cela nous a pris, c'est-à-dire le contribuable camerounais. Parce que nous avons payé le Camerounais, le contribuable camerounais a payé le coût du forcing d'une conférence qui était prévue à Genève pour l'amener au Cameroun. Alors, je ne vais pas encore sur pourquoi on a forcé. Je suis donc sur l'autre élément. L'organisation en elle-même. Il faut les hôtels, il faut l'alimentation, il faut s'assurer que s'il va, les voitures, les locations. Alors, vous savez, moi, ma particularité, c'est que quand il y a une chose pareille, j'entre toujours dans des petites choses. Si je vous donne le coût que l'on prenait par véhicule loué dans le privé, pour cette affaire-là, vous tomberez de nu. C'était un peu comme les affaires de la CAN que nous avons organisées, la CAN 2019 qui a glissé plusieurs fois. Vous voyez un peu, je pense pas le coût. Si vous prenez ce que ça a coûté au Cameroun de soutenir certains hôteliers pour qu'ils mettent leurs hôtels, leurs chambres d'hôtel, leur lieu d'hébergement au standing. Si vous regardez les surfacturations, vous tomberez de nu. Vous comprenez ce que je dis? Alors, il y a un problème à cela. Alors, pourquoi? Moi, je vais donc maintenant, pourquoi forcer? Parce que quand on force, on se retrouve dans une situation où on parle du Saint-Père pour le 15, le 16 et le 17, je crois, quelque chose comme ça. Avril.
Cette organisation a participé justement à distraire le peuple camerounais, puisqu'il est allé forcer. Pourquoi? Parce que c'est une année électorale. On sait ils savent ce qu'ils ont fait en octobre, ils savent ce qu'ils avaient à faire, ils savaient que ça allait grincer forcément après octobre. Donc ils ont enchaîné un ensemble de rendez-vous diplomatiques et d'accueil de grandes personnalités et de grandes réunions pour effectivement meubler l'année et embrouiller le peuple camerounais. Quand on organise par exemple une conférence de l'OMC, en plein débat à l'Assemblée nationale où on parle de prorogation du mandat des députés, on ne parle plus de ça. La preuve, c'est que nous sommes ici à parler de l'OMC, c'est une sérieuse distraction, où on soupçonne une modification de la Constitution. Le Saint-Père, une fois, à supposer qu'avant la fin de la session, on ait modifié la Constitution. À peine on aura commencé à crier. La commission de loi constitutionnelle va d'ailleurs siéger. Oui, je dis donc à supposer qu'on le fasse, vraiment comme on a encore dans les supputations, à supposer qu'on le fasse, à peine on aura à peine commencé à crier, d'ici le 10 avril, la session sera terminée. Quand le Saint-Père sera là, on aura dit aux gens, laissez-nous vos affaires. Le Saint-Père est déjà là. Donc je crois qu'il y a un problème, je termine, je crois qu'il y a un problème avec le peuple camerounais, comme j'ai l'habitude de le dire. Sortons des distractions, laissons ces gens faire ce qu'ils ont à faire, restons concentrés sur l'élément politique, sur la malgouvernance, sur ce qui nous font de mal tous les jours, et disons-nous que, quelle que soit la distraction qui puisse nous apporter, quel que soit le jour où l'élection se passera, apprêtons-nous, rentrons dans les listes électorales, inscrivons-nous, prenons nos cartes et surtout rentrons dans les listes de compétition en lice pour l'élection des législatives et municipales pour que nous puissions faire le moment venu le job, pour que cela ne nous arrive plus. Si on s'en tient à tout ce qui a dit Abel Libelo, pour faire le dernier tour de table très rapidement, on a quand même l'impression que oui, sur le plan de la parade, c'est bon. Pour le Cameroun, l'image à l'international, beaucoup de téléspectateurs sont d'accord pour l'image à l'international, mais ne sont pas d'accord pour le coût et ne sont pas d'accord pour le bien fondé de la tenue à Yaoundé de cette rencontre. Vous savez, quand j'étais un peu plus jeune, j'étais en Côte d'Ivoire, je pense, et le président Senghor, il voyageait beaucoup dans le monde. On disait qu'il cherchait les capitaux. Il allait chercher les capitaux. Et on a demandé au président Houphouët-Boigny, mais toi tu ne voyages pas, tu ne cherches pas les capitaux. Et le président Houphouët-Boigny a dit, construisons la Côte d'Ivoire et les capitaux viendront d'eux-mêmes. Comprenez? Construisons la Côte d'Ivoire. Il a d'ailleurs demandé pour chahuter Senghor que depuis qu'il voyage, il a amené combien de capitaux. C'est pour dire que il faut faire très attention dans la pertinence de ce que Bessal a dit. Soulé a dit des choses importantes. Il faut mélanger tout ça. Se souvenir que l'OMC existe avant que la Chine n'entre dedans. Mais le fait que les grands qui avaient créé l'OMC voulaient déverser leurs marchandises dans un grand marché chinois n'a pas amené la Chine à ne pas entrer. Elle s'est débrouillée à être productive dans le contexte là et à renverser le flux. Les marchandises devaient venir des États-Unis pour aller en Chine. On a commencé à avoir des marchandises qui viennent de la Chine pour aller vers les États-Unis. Pourquoi? Parce que la Chine a travaillé, la Chine, son problème n'a pas été qu'elle parade. Son problème a été de maîtriser la science et la technique. Parce que quand vous ne maîtrisez pas la science et la technique, vous ne pouvez pas maîtriser les coûts de production. Les coûts de production découlent, les coûts de production ne sont pas administratifs. C'est une réalité technique. Si vous savez fabriquer avec une technologie qui est moins chère que celle de Bessala, eh bien, vous allez fabriquer le produit que Bessala fabrique, mais vous allez le fabriquer moins cher. C'est tout. Nos problèmes que nous avons dans un pays comme le Cameroun, qui avait commencé à avoir un embryon de tissu économique qui donnait de l'espoir à la fin des années 70, début années 60, fin des années 60, et puis jusqu'à la fin des années 70, début 80, on avait un embryon de tissu industriel. Qu'est-ce que cela suppose? Cela suppose qu'il y avait un début de maîtrise de la science et de la technique. Est-ce que vous savez qu'on fabriquait les vélos à Ndogbati, à Douala, la maison du cycle? Est-ce que vous savez qu'on fabriquait les motos, Peugeot, les mobylettes
Peugeot à Douala? Est-ce que vous saviez que on fabriquait les sacs de jute pour le cacao et le café? Est-ce que vous savez qu'on fabriquait beaucoup d'autres choses? Il faut dire sac banjok parce que jute là, nous ne comprenons pas. Bon. Des chaussures, bata. Est-ce que vous savez qu'on fabriquait des chaussures? Est-ce que vous savez qu'on fabriquait des chaussures à base du cuir au nord, dans l'entreprise les tanneries du Cameroun, qui tannait? Est-ce que vous savez qu'on fabriquait les conserves de viande, Koussel, au nord? Qu'est-ce qui explique que des postures politiques, des décisions politiques justifient qu'on accepte que tout ce patrimoine disparaisse au profit des seuls commerçants qui, eux, sont les amis les intermédiaires de l'OMC? Parce que c'est eux qui sont chargés d'aller tout acheter et de venir tout vendre ici. Aujourd'hui, allègrement, les chaussures plastiques que Bata fabriquait, les tennis que nous utilisons pour aller à l'école qui étaient fabriqués à Douala, c'est Bata. Aujourd'hui, tout ça est importé. N'est-ce pas? Ce n'est pas simplement une affaire de rapport de force. C'est aussi une affaire de vision politique interne. Parce que je ne pense pas que c'est l'OMC qui a dit de ne plus fabriquer les vélos à Douala. Les vélos Zéphyr. Et qu'on commence à acheter tous les vélos d'occasion d'Europe. Il y a une mentalité qui s'est installée au Cameroun, qui est que on est bon opérateur économique quand on achète pour venir revendre. C'est de ça qu'il est question. Et c'est en train d'impacter, y compris dans le domaine de l'agriculture domestique, c'est-à-dire la consommation courante, n'est-ce pas? Il y a des tas de choses qu'on importe aujourd'hui pour manger au quotidien. Jusqu'à l'huile de palme. Je prends le riz, jusqu'à etc. On importe Donc il y a des décisions politiques. Il y a la part de la mauvaise gouvernance dans cette affaire. Parce que c'est la bonne gouvernance qui permet de faire face aux distorsions des rapports de force internationaux. Si vous avez des rapports de force qui ne vous sont pas favorables, vous devez améliorer la façon dont vous dirigez votre pays. Parce que ces rapports de force ne s'amusent pas. Les gens sont voraces. Ils veulent tout pour eux, rien pour les autres. Et si vous ouvrez la moindre porte, ils passent là-dedans. Quand nous sommes partis signer les accords d'APE, c'était pour que nous on donne quoi en échange? Qu'est-ce qu'on avait à donner en échange? Avant de s'engager dans une affaire comme les APE, il fallait d'abord construire un embryon de tissu industriel, que nous ayons quelque chose à vendre. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi en 60 ans après l'indépendance, nous n'avons pas de chocolaterie artisanale partout au quartier et que Lindt vend son chocolat au Cameroun, mais Lindt est un artisan chocolatier suisse? D'accord. On a compris toutes ces questions. On va sortir par ces questions. Finalement, c'est bien beau d'organiser des événements comme celui-là. Le Cameroun, c'est tout à l'honneur du Cameroun, mais il va rester beaucoup de questions sur nos capacités à produire, sur nos politiques en matière de production. Je crois que je suis à 200% d'accord avec le développement que vient de faire Elimi Le. Avec un pincement nostalgique fort, pour ceux qui ont porté les chaussures Bata. Parce qu'en réalité, les choses comme l'OMC, l'OMC lui-même est devenu un machin. Un machin parce que le commerce multilatéral mondial, qui devait être l'espace à sève, et lui-même dans le comment. Je disais tantôt qu'il a connu comment est-ce que je voudrais appeler ça, un trou d'air. Parce que il faut se rappeler, en 2001, l'admission de la Chine a tout gâté. Parce que l'admission de la Chine, qui est devenue, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, l'usine de produits manufacturés sur la planète Terre, a fait en sorte que les grands pays, n'est-ce pas, ont vu leur part
dans le commerce international fondre comme du beurre. Qui allait avec les usines en Chine, ce sont ces grands pays. C'est le paradoxe. C'est l'inversion. On a vu l'invasion de la Chine, du Brésil et de l'Inde. Vous voyez un peu l'Inde partout. D'accord? Et qu'est-ce que les grands maîtres de l'ancien monde du système commercial multilatéral ont fait? Ils ont élevé des barrières. Ils ont élevé des mesures et ont pris des décisions de protectionnisme, n'est-ce pas, unilatérales pour paralyser l'OMC, qui est devenu finalement une coquille vide. Du coup, ça n'intéresse personne. La preuve, c'est que 14 éditions, jusqu'ici, il n'y a qu'un seul pays africain qui en a organisé une, je crois que c'est la 10e, le Kenya. Le Kenya qui voulait présenter ses arguments touristiques. Et le Kenya, parce que Nairobi est la capitale, siège de plusieurs organisations onusiennes. Mais en dehors du Kenya, qu'est-ce que le Cameroun est venu chercher là-dedans? Dans une histoire où on dit que le comité local de l'organisation prend tout en charge, les repas, la restauration, les voyages et tout, le Cameroun est venu chercher quoi là-dedans? C'est ce que dit le cahier des charges. Et puis, j'ai apprécié le fait que le prof parle d'une occasion d'apéra. Mieux encore, vous savez que quand les grands maîtres de l'ancien monde se sont rendus compte que la Chine avait envahi tout le marché, ils ont commencé à négocier les accords bilatéraux. Et les accords bilatéraux avec quelle projection? Paralyser l'OMC. Parce qu'une fois qu'on est dans les accords bilatéraux avec des pays et du libre-échange à 2 ou à 3, naturellement, on n'est plus sous la contrainte, n'est-ce pas, des conventions de l'Organisation mondiale de cela. Et puis, dans mes recherches, je me suis rendu compte que le rapport bénéfice-coût n'est pas l'avantage des pays africains, dans la mesure où on pense que les pays africains produisent à peine 3% du commerce mondial. N'est-ce pas? Alors, si vous avez 3% du commerce mondial, vous pouvez aller, n'est-ce pas, à quelle bataille? Pas du tout. Et comme je le disais encore d'entrée, je vous ai retrouvé ceci. Au mois de mars 2024, la ville d'Abu Dhabi, qui a habité la 13e conférence pour s'est penché sur le seul accord qui était exprimé par les pays en voie de développement, à savoir faciliter la transparence dans le commerce mondial et la sécurité dans les investissements. Beaucoup de pays du grand monde ont boudé cela. Cet accord n'a pas été adopté à la 13e conférence. Et c'est le seul accord, tout ce que vous voyez comme parade là. La seule résolution, c'est l'adoption de cet accord au Cameroun. Alors, si vous pensez qu'on se réunit pour un simple accord, pour la facilitation, n'est-ce pas, des investissements pour le développement, ça ne donne pas grand-chose. Du coup, on sait presque encore que là encore, la facilitation, le Cameroun produit quoi? On reste donc sur la parade. On va sortir avec on va sortir avec un mot de monsieur le maire. Valère Bessala a insisté tout à l'heure sur un projet purement politique de distraction, parce qu'il y a des sujets majeurs qui vont peut-être passer pendant qu'on sera en train de parler de l'OMC du côté de l'Assemblée nationale, et que c'est très fin politiquement d'avoir placé ces événements en cette période. Bon, je ne pense pas que ce soit c'est son interprétation, mais si les autorités camerounaises ont accepté l'organisation de cette conférence, je pense que c'était aussi pour vendre l'image de notre pays. C'est toujours bien de recevoir des réunions de ce niveau pour que, même s'il n'y a pas une résolution forte, mais qu'on sache quand même que le Cameroun est capable de le faire et que et surtout, moi je pense que ça doit nous faire méditer nous-mêmes. On ne peut pas rentrer dans le coin. Oui, ça doit a failli mettre un pied dedans. Il faut quand même dire à la veille de la tenue de cette histoire, il n'y a pas d'énergie électrique au ministère du Commerce, on n'a pas produit les battes.
D'accord. Ça doit nous faire réfléchir. Je pense que ça doit nous faire réfléchir. Ce que Elimbi Lobe dit est pertinent. Mais il faut rentrer dans les détails. Pourquoi on a raté la transition? Vous savez, les grandes entreprises japonaises qui vendent partout dans le monde actuel aujourd'hui étaient d'abord des entreprises publiques. Et ces entreprises publiques, on a confié, on a privatisé ces entreprises publiques ensuite en les confiant à des nationalistes, des gens qui devaient donc de façon privée perpétuer cette puissance commerciale du Japon. Donc, nous avons mis sur pied une sorte d'embryon industriel, mais c'était des entreprises publiques qui ont été très mal gérées. Quand vous prenez tous ces exemples, la Camer, tout cela, c'était mal géré. C'était pas géré comme des entreprises. Donc, c'était d'abord le premier échec. Mais maintenant, est-ce qu'on avait mis en place ces entreprises pour s'adapter ensuite dans cette mondialisation, pour les privatiser et faire créer des champions nationaux, mais privés, avec cette idée de les rendre de plus en plus compétitifs, de les accompagner, l'État a d'autres moyens d'accompagner ces entreprises privées, mais de faire en sorte que ces entreprises puissent vendre, même déjà au niveau du marché national. Parce que le problème, c'est que vous ne pouvez pas imposer à un consommateur. Le protectionnisme peut être stratégique, sélectif, momentané, mais vous ne pouvez pas dire à un consommateur camerounais de payer la même chaussure 10 fois plus que celle qui vient d'ailleurs. Donc vous n'allez pas le lui imposer, c'est d'autant plus que c'est nous-mêmes qui parlons de pouvoir d'achat tous les jours. Donc il fallait remplir les conditions de participation à cette mondialisation de l'économie, à ces échanges. Et c'est là où nous avons raté. Et nous devons revenir à ce niveau. C'est pour ça que je pense que toutes les réformes qu'on doit faire, ça commence par l'État lui-même. L'État lui-même doit être compétitif. Aujourd'hui, même les États sont gérés comme des entreprises privées. Et il faut avoir faut pas, quand vous avez, on parlait de Sikamadoua là, mais ou la Camer. La Camer, c'était au plus beau temps 5-6 avions en exploitation. Ça, aujourd'hui en Europe, vous avez, c'est un personnel de 30 personnes qui gère 6 avions. Mais si vous avez une administration pléthorique de 10 directeurs, sous-directeurs, chefs de cellule, et tout ça pour 2 avions, mais vous voyez que vous n'êtes pas compétitif. C'est le même problème à Camtel et tout le reste. Vous ne pouvez pas être compétitif si vous ne gérez pas cette entreprise comme une entreprise. C'est-à-dire comme pour pouvoir produire, l'obligation de rentabilité. Oui, pour pouvoir produire, et je pense que c'était la définition que le président de la République avait collée à son concept de rigueur à l'époque. Rigueur voulait dire rentabilité financière, productivité et rentabilité économique, création des adors. Mais aujourd'hui, nous avons, malgré toutes les réformes, moi, quand on dit le FMI, la Banque mondiale, c'est au-delà des objectifs cachés qui défendent leur pays, mais nous-mêmes, nous devons prendre conscience du fait que nous sommes dans un monde qui est très dur et donc les mesures que nous devons nous-mêmes adopter, on n'a pas besoin que le FMI, la Banque mondiale vienne vous dire rationaliser la gestion de l'État, rationaliser la gestion des entreprises et même l'accompagnement des entreprises privées, puisque les entreprises privées copient ce qui se passe au niveau de l'État. D'accord. Oui. C'est pour ça qu'on ne peut pas être compétitif. Je ne suis pas d'accord avec ce que le maire dit. Nous n'avons pas raté. On nous a fait rater. On nous a fait rater les transitions. En bloquant, certainement, notre modèle n'était pas parfait. Sur ce point-là, je peux le suivre quand il disait que les entreprises n'étaient pas toujours bien gérées. Mais on nous a fait rater en nous faisant croire que l'évolution vers le capitalisme libéral, tous les capitalismes ne sont pas libéraux. Il y a aussi le capitalisme d'État. Que c'était une solution nécessaire. Et en plus, on a affaibli la petite intelligence que nous avions pour piloter nos économies. On a bloqué la planification. Et nous-mêmes, donc, nous n'avons pas eu le réflexe de consolider la production des élites qui vont piloter non seulement les économies, mais les pays. Et nous avons ce problème jusqu'à aujourd'hui. Les élites, pour piloter, je parle des élites techniques et stratégiques, ne sont pas suffisamment nombreuses
et ne sont pas on n'en a même pas tout simplement. Ils ne sont pas au niveau. Ça, nous en avons même sur le point si la conférence était ailleurs, ça n'aurait pas changé son issue. Même si c'était à Genève, on n'allait pas avoir de grands résultats. Parce qu'on a d'abord des grands problèmes dans le monde. Le pays qui jusqu'ici était le plus puissant est le premier maintenant à semer le désordre dans le monde. Parce qu'il ne veut pas que notre pays devienne le grand leader du monde. Et il bloque tout. Sur le plan politique, sur le plan commercial, même avec ses propres alliés. Parce que les guerres commerciales, ce n'est pas seulement contre la Chine, c'est même contre l'Union européenne. Merci beaucoup, professeur. Merci pour cette première prise de parole, ce premier tour de table. Valérie, vous voulez ajouter une chose? Oui, moi je ne suis pas contre ce que le professeur vient de dire. C'est-à-dire qu'on nous a obligés. Non, ça c'est infantiliser les Africains et les dirigeants camerounais. Je crois que nous n'avons pas de l'analyse objective. Je crois que si on s'en tient au président Idjo, il avait commencé ses plans en 1965. Et c'est pendant toute l'application de ces plans qu'il a créé toutes les entreprises dont parlait Elie Lobé. Et qui ont bien fonctionné. Parce qu'il faut bien qu'on se comprenne. Jusqu'à la création de la SNI. Quand on voit la décrépitude de la SNI, c'est autour des fins des années 1970, lorsque lui-même, déjà, on sait qu'il se sent déjà un peu fatigué et puis perd déjà la main. Et puis on sait ce qui s'est arrivé. Le dernier plan s'est achevé en 1987. Donc il ne faut pas dire qu'on nous a amenés à un président avec une personnalité. Donc on ne peut pas dire que il y a un autre argument que ça venait d'avancer pour dire qu'en fait, tous les lits techniques, il n'y en a pas. Non, je refuse ça. Il y en a. Ça, c'est vraiment dire que les Camerounais, les Camerounais n'ont pas fait l'école, et les Camerounais ne connaissent ça. Non, les Camerounais sont extrêmement bien formés. Si on regarde la diaspora camerounaise à l'extérieur, je crois qu'elle est pratiquement... Ne confondez pas le parcours individuel avec la structuration organique et collective. Une chose est que vous ayez des individus bien formés, une autre chose est d'avoir ces individus-là dans le cadre d'un capital collectif d'expertise et d'ingénierie. Vous avez même pas la même chose avec une idéologie bien. Vous avez dit que l'élite technique est insuffisante. Mais pas de l'élite technique, c'est justement le parcours individuel. Non, monsieur, l'organisation de ce parcours-là, pour les transformer, on revient au gouvernant. C'est ça le véritable problème. L'échec n'est pas sur les parcours individuels. On parle l'échec est sur le monde gouvernant qui permet justement l'érection et l'émergence des élites techniques qui existent. Nous sommes dans un règne de la médiocrité justement qui met en exergue des élites qui n'apportent rien au développement. Aïdjo avait de la personnalité, mais celui qui nous dirige depuis 82 nous a sacrifié justement au fait. Ces éléments nous permettent de faire le pont, parce que Valérie Bessela a parlé tout à l'heure de l'élite, notamment celle de la diaspora. On va aller du côté de la diaspora, vous verrez que les thèmes vont se rejoindre devant, avec